Comédien, acteur, producteur, scénariste, réalisateur, icône du 7e art en Côte d'Ivoire, plus de 30 ans de carrière, Michel Gou n'est plus à présenter. Avec un parcours parsemé d'embûches, il a su tirer son épingle du jeu. Gou Michel, bienvenue dans le direct d'Afrique sur 7. Merci. D'accord, vous êtes très serein pour commencer. J'ai toujours été serein parce que la vie même, elle est faite de sérénité. Parce que si tu es embrouillé, si tu as la tête olé olé, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Donc la vie même réclame la sérénité. Et je suis serein. Et on va commencer. Ouais. De Gagno à Abidjan, vous êtes aujourd'hui un modèle de réussite pour la jeunesse africaine. Quelles ont été les étapes les plus inoubliables de votre parcours? Toutes les étapes pratiquement, parce que de là où j'ai vécu, en passant par Gagnoa, la ville, et les autres villes, les autres coins où j'ai pu passer à la recherche de soins, ça n'a pas été vraiment un fleuve tranquille qui coule. Depuis ma naissance, j'ai vécu vraiment des moments assez difficiles, assez atroces pour un enfant de mon âge à cette époque-là. Et sortir de là et puis maintenant attaquer la vie comme il se doit, franchement, c'était pénible. Donc ma vie n'a pas été du tout, n'a pas été rose à toutes les étapes jusqu'à un certain niveau. Mais aujourd'hui, ça va. Donc, ça veut dire que les moments inoubliables sont tellement assez, même qu'on ne peut même pas les citer. Oui, en fait. oui, parce que depuis ma tendre enfance, depuis l'école primaire, c'était vraiment assez rocambolesque. Et c'était invivable pratiquement. Et après, je suis allé chercher à soigner le mal que j'avais au Burkina Faso. Je suis resté pendant quelques années au Burkina à la recherche de soins. Et pendant ce temps-là, au Burkina, c'était dur parce que il fallait supporter certaines atrocités, certaines pratiques, certaines réalités, mais c'était franchement difficile. Et sortir de là et revenir maintenant à Abidjan, puisque l'école était perdue et tout ça, il n'y avait pas d'argent pour assurer la suite. Il fallait maintenant se lancer dans la vie active et voilà encore une autre étape qui s'ouvre devant. Et puis bon, de course en course, de soubresaut en soubresaut, de chute en chute, ben on a pu quand même gravir quelques échelons pour être là où on est aujourd'hui. On a dit qu'il y a eu beaucoup d'exploits qui ont été accomplis quand même. Des exploits, oui, des exploits naturellement. Naturellement parce que ce n'est pas évident de passer toute cette étape-là et puis avancer. Bon, passer déjà à cette étape de l'école, de l'enfance à l'adolescence, c'est déjà une réussite. C'était déjà une réussite parce qu'on pouvait perdre la vie entre-temps et aller à la recherche des soins. Je pouvais y rester, mais j'ai pu passer cette étape. Et puis après les soins, d'autres étapes ont suivi où je pouvais... C'était pas évident que je survive, mais ça a été la grâce de Dieu que je sois encore vivant. Et puis bon, voilà, quand on vit, tout est possible. Quand on dit tout est possible, parlons d'enfance difficile et même très difficile. Vous avez même écrit, vous avez fait sortir une œuvre avec beaucoup de participation et de collaboration. Est-ce qu'on peut voir déjà l'œuvre? Parce qu'on parle de... Voilà. Voilà, destin d'un miraculeux. C'est vraiment le parcours. Est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on parle de votre vie, on parle de votre enfance et tout ça. Est-ce qu'on peut nous dire que contient ce livre? Ce livre contient ma vie. Et pourquoi miraculeux? Miraculeux parce que à un moment donné de ma vie, personne ne comptait sur ma survie. Personne, je veux dire bien personne, même mes parents n'y croyaient plus. Moi-même, je savais, j'attendais que ma mort est sortie de là, aller au Burkina moribond, et personne, quand je partais, personne ne pensait que j'allais revenir vivant. Comment ça? Parce que je partais pratiquement sur une civière. Et on a tenté les soins ici, dans tous les recoins, et ça n'a pas marché. Et tu n'as pas pu te soigner en Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Burkina que tu vas aller. Vous souffriez de quoi à l'époque? Je souffrais de quoi? Moi, j'en sais rien. J'en sais rien, mais il faut dire que j'avais, à cette époque-là, j'avais du feu dans le corps. J'avais du feu dans le corps, j'avais mes os qui bouillonnaient, tout bouillonnait à moi et c'était
c'était terrible. J'avais des maux de tête, des migraines à n'en point fini, des douleurs au niveau des os. Et c'est ça, au niveau des os, et c'est ça qui a fait cette malformation que vous voyez. Et vous voyez même déjà quand on prend le doigt de quelqu'un qu'on le tord, d'une manière, la douleur que vous ressentez, à plus forte raison, tordre l'os jusqu'à un certain niveau, Dieu seul sait la douleur qu'on subit en ce moment-là. Donc c'était assez atroce, c'était terrible, insupportable. Voilà, donc ce livre que vous voyez, il contient pratiquement toute ma vie. Et depuis mes années scolaires primaires jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, mais vous allez en tout cas avoir tout ce qu'il y a dedans depuis ma tendre enfance jusqu'à 2018. Ça fait un coup d'œil déjà. Vous pouvez le garder d'ailleurs. Ah, mais c'est trop bien. Donc, voilà. Moi, j'ai le livre de Michel Gou qui est intitulé « Destin d'un miraculé » où il raconte son parcours, son histoire et en préface avec Agnès Crédit. Je pense que c'est rempli en fait de belles leçons de vie aussi. C'est de belles leçons de vie. C'est une leçon parce que sortir de ce carcan-là et puis se refaire de la place dans la société, ça relève d'un miracle. Voilà, c'est pourquoi on a dit le destin d'un miraculé parce que pour ceux qui te donnaient mort déjà, refaire surface et puis se positionner dans la vie, c'est pas donné. Alors ce livre, il a été écrit par Pierre Thébault. Pierre Thébault qui est écrivain, c'est celui qui m'a approché. En tout cas, j'avais déjà l'idée d'écrire ce livre. Donc quand on s'est retrouvés, on en a parlé tout de suite et puis bon, le projet est né. Donc j'ai raconté ma vie, comme je ne suis pas allé à l'école. Je raconte ma vie, il écrit, je raconte, il écrit. Quand tout est fini, je suis allé voir Agnès Crédit, qui est une sœur à moi, depuis quand je faisais le théâtre dans les années 80. On se connaissait déjà, donc en ce moment, elle écrivait à Fratmat. Donc je suis allé la voir pour pouvoir faire la préface. Et donc franchement, elle a accepté sans même faire de difficultés. Et elle a fait vraiment un très beau texte. Ce livre est sorti en 2019. C'est sorti en août 2019. Ça fait 1 an maintenant que ça est sur le marché. Ça se comporte déjà très bien. Et je passe souvent dans les grandes écoles pour faire des dédicaces, des ventes de dédicaces. Chouette. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore le livre, je crois que c'est le moment de... C'est le moment de l'avoir. Voilà, c'est le moment de l'avoir. Et c'est un livre école. C'est un livre école. Et la jeunesse a besoin de s'inspirer de ce livre. Si vous ne l'avez pas, il faut l'avoir. Cherchez à l'avoir. Voilà. Est-ce qu'il y a un chapitre qui est poignant là-dedans? Tous les chapitres sont poignants. Tous les chapitres sont poignants parce que vous voyez, il n'est pas volumineux le livre. Maintenant, pour que ce soit vraiment accrocheur, il faut que tous les passages soient vraiment attrayants et poignants. Donc on a misé vraiment sur la qualité de l'écriture et puis surtout la qualité du texte et tout. Donc pour ceux qui vont la voir, ils ne vont pas regretter de l'avoir lu. Comme je vous le disais tantôt, c'est un livre école. Je le recommande à toute la jeunesse parce qu'avec ce livre, quand tu le lis, ça te donne une autre vision, ça te donne une autre orientation, ça te donne vraiment la force d'attaquer la vie telle que se présente à toi. Allez le chercher. Celui qui n'a pas ce livre-là, après je vais fouiller les maisons. Si je ne trouve pas ce livre, je vais gifler l'oreille gauche de quelqu'un. Voilà. Donc, à bon entendeur, merci. Vous souhaitez vous procurer ce bouquin, vous pouvez vous rendre sur www.gouproduction.com. Vous pouvez également vous rendre au siège de Gou Production qui est non loin du marché d'Aboboté pour juste faire la dédicace et rencontrer pourquoi pas Gou Michel. On vous invite à découvrir ce livre-là. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment exceptionnel. C'est un parcours de vie, c'est une histoire à réussite et vraiment vous serez très inspiré. Et revenons à notre questionnaire. Alors, comment vous vous êtes senti en posant la toute première fois vos valises en France pour quelqu'un qui a quitté Gagnoa, qui s'est retrouvé à Abidjan, qui va maintenant en France? On connaît aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Maintenant, quand Dieu va enlever ce rideau noir, qu'est-ce qui va se passer demain? Personne ne vous dira.
même les plus voyants, ceux qui se disent les plus grands voyants du monde, ils ne vont jamais vous dire de quoi demain est fait. Parce que si eux-mêmes ils savaient ça, ils allaient voir leur mort venir. Souvent, ça les surprend. Donc, quitter mes cacaoyers et puis venir à Abidjan, déjà, c'était un exploit pour moi. C'était un exploit. Quand je venais à Abidjan, ceux que je quittais à Gagnois me disaient, tu pars faire quoi à Abidjan? Parce que Abidjan, c'est une jungle. Et les hommes même les plus valables, les plus bien portants même n'arrivent pas à s'en sortir. Toi, tu comptes sur quelle force? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quelle force? J'ai dit, Abidjan, c'est l'intelligence qui travaille. C'est la tête qui travaille, ce n'est pas les muscles. Donc, moi, j'y vais. Si des gens réussissent à Abidjan, moi, je vais y aller. Moi, je suis venu à Abidjan avec mon baluchon. Dans le baluchon, il y avait un seul pantalon et puis 2 chemises. C'est tout ce que j'avais comme habit. Et je suis arrivé et voilà. Et après des années de théâtre, d'apprentissage, parce que je n'ai pas arrêté d'apprendre un seul jour, je partais voir les pièces d'autrui, j'apprenais sur le tas, je partais voir les grands maîtres pour pouvoir me documenter, apprendre et encore apprendre. Et puis un jour, on a formé les Guignols d'Abidjan. Et avec les Guignols d'Abidjan qu'on a formés en 93, 98, on a pris l'avion pour la première fois pour aller à Paris. Donc quand j'arrive à Paris, je sors de l'aéroport, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je regarde par la fenêtre et mes larmes coulent. J'ai dit voilà, l'enfant de Diatignon est arrivé à Paris. Paris que j'entendais Paris. Si quelqu'un me disait dans un rêve que j'allais découvrir Abidjan même, je n'allais pas croire. Aujourd'hui, je suis monté dans un avion pour arriver à Paris. Dieu soit loué. Wow. Tout Beaucoup d'émotions. Ouais. Des Guignols d'Abidjan à ma famille qui vous a rendu pratiquement célèbre et aujourd'hui vous êtes dans le Parlement du riz. Expliquez-nous un peu ce parcours-là. Ma famille m'a rendu célèbre. Bon, je dirais non et oui. Non, parce que c'est les Guignols d'abord, les Guignols d'Abidjan, qui m'ont fait connaître en dehors de la Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, en 1993, on avait rassemblé les membres des Guignols d'Abidjan. On avait déjà commencé à faire des films, jusqu'à une vingtaine de films, avant même que les Ivoiriens découvrent les Guignols d'Abidjan. Donc ces films ont été vendus en Europe. Et les familles africaines qui vivaient en Europe connaissaient déjà les Guignols d'Abidjan, donc on nous connaissait personnellement. Mais parmi ces populations qui nous connaissaient en France, il y avait les Centrafricains. C'était les Centrafricains, dans un premier temps, qui nous avaient découverts à Paris. Donc notre première famille, c'est les Centrafricains. Après les Centrafricains, viennent les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, c'est-à-dire les 2 Congos. Je veux dire, l'Afrique centrale, qui a découvert les Guignols d'Abidjan, qui savait déjà qui étaient les Guignols d'Abidjan, avant même que les Ivoiriens découvrent qui sont les Guignols d'Abidjan. Donc c'était ces communautés-là qui avaient des amis ivoiriens qui leur disaient, attends, il y a un groupe ivoirien qu'on appelle les Guignols d'Abidjan. Ils disent, Guignols d'Abidjan, on connaît les Guignols de l'info, mais Guignols d'Abidjan, nous, on ne connaît pas. Et c'était ceux-là qui amenaient maintenant les Ivoiriens à voir les films de Guignols d'Abidjan. Et à partir de là, de bouche à oreille, ça s'est étendu vers l'Afrique de l'Ouest, notamment Bénin, Togo, Burkina, Mali, avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, nous, on faisait déjà nos spectacles en dehors de la Côte d'Ivoire. On sortait déjà beaucoup. Vous avez déjà une notoriété à l'international. Tout à fait. Et longtemps après, ma famille est née. Quand ma famille est née, on est venu, chacun a apporté son grain de sel à la réussite du film. C'est vrai que ça a contribué à m'ouvrir certaines portes aussi. Ça a contribué à me faire, c'est-à-dire à franchir un palier aussi. Sur le plan national. Sur le plan national, voilà, sur le plan national, même international aussi. Voilà, il y avait d'autres aussi qui connaissaient les Guignols, il y en a aussi qui ne connaissaient pas les Guignols, même ma famille a aidé quand même à éclore et tout. Donc on ne peut pas dire que ma famille n'a pas joué. Ma famille a joué, mais ce n'est pas ma famille seule. D'abord les Guignols d'Abidjan, ensuite ma famille, et puis les studios 225.
Parlons de ma famille, vous avez beaucoup de complicité avec Boïri, Clémentine et tout. Pour Boïri, comment ça se passe déjà vos rapports? Ben, ça va, ça va. Boïri, c'est un frère. Hein. Boïri, c'est un frère. C'est un frère. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime déjà dans les années 80, dans les années 88, 89. Je le connais, je le voyais jouer sur les planches. En ce moment, moi, j'étais aussi sur les planches, même j'étais à l'étape d'apprentissage et tout. Mais mon idole même, c'était Boïri. Ouais. C'est quelqu'un à qui je voulais ressembler. Parce que vous donnez une pièce de théâtre, un rôle à Michel Boïri dans une pièce de théâtre, dormez tranquille, il va vous rendre ça plus que ce que vous attendez de lui. Mais c'est un acteur hors pair. C'est un acteur pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un acteur pour qui on me donne aujourd'hui une palme à donner à quelqu'un, un acteur, n'importe quel comédien, des yeux fermés. Je remets ça à Boïri Michel. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, j'aimais l'acteur, j'aimais le jeu de l'acteur. Et quand on s'est retrouvé sur le projet de ma famille, c'était une satisfaction morale pour moi de jouer à côté de ce monsieur-là. Donc tout de suite, le contact est né, on ne s'est plus lâché. Et j'apprenais toujours à côté de lui, même jusqu'à présent. Et j'apprends toujours à côté de lui parce qu'il a des jeux vraiment extraordinaires que nulle part tu ne le trouves. Et avec Clé, vous semblez être beaucoup intime sur le tournage. Au-delà du tournage, est-ce qu'il y a eu plus d'affinité avec elle? Affinité dans quel sens? Je dis, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous de façon intime, de façon personnelle? Parce qu'on vous voit très, très complices tous les deux. Vous posez la question. Au-delà des c'est comme si... non, en fait, je me dis, effectivement, il y a des gens qui m'appellent pour demander comment vous vivez à la maison avec Clémentine et tout ça. Parce que pour eux, on vit mari et femme. Non. Clémentine et moi, nos relations se limitent sur la scène. Maintenant, en dehors de la scène, c'est une personne extraordinaire. Vous la voyez assez rébarbative dans les scènes et tout, mais en réalité, c'est une personne aimable, attachante. C'est une personne assez ouverte qui aime vraiment aider. Moi, quand je regarde ce genre de personnes, je ne peux pas me lasser de les pratiquer. Donc, en dehors de la scène, en dehors de la caméra, Clémentine et moi, on a des rapports de bon voisinage, des rapports humains. Et donc, après ça, il ne se passe rien. C'est juste le boulot et puis les rapports humains. Voilà. Vous êtes producteur, réalisateur. Combien de films et de cinématographie vous avez à votre actif? Sachez que ma maison, c'est une nouvelle maison de production. Et pour qu'une maison de production s'installe, pour qu'elle s'implante, il y a beaucoup de soubresauts. Alors, pour le moment, à part Super Go, et le policier, un film sur le policier que je suis en train de finaliser. Je n'ai pas encore de production finalisée. Néanmoins, je suis sur un projet de série de 104 épisodes qui s'appelle Candice. Et quand je le dis, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Et ce projet, enfin, verra de jour bientôt parce que nous sommes en train de travailler dans l'ombre. Nous sommes en train de placer les pions pour que quand ça va commencer, ça puisse vraiment rouler comme sur des roulettes. Et Candice sera produit en collaboration entre Go Production et Bonus Multimédia. D'accord. Voilà, donc attendez, ça vient. À ce jour, vous avez combien de trophées? Vous avez glané combien de trophées? Oula. D'abord, c'est le plus récent, il y a déjà 3 semaines que vous l'avez reçu. Oui, le prix de meilleur comédien de l'Afrique de l'Ouest, décerné par le PADEV. Et ce prix, je suis allé le prendre à Kigali, au Rwanda. C'est le tout dernier prix que j'ai pu recevoir. Avant ça, j'ai reçu un prix décerné par une structure de l'UMOA. Et puis,
J'ai eu aussi, j'ai été fait chevalier dans l'ordre de mérite culturel. Wow. J'ai été aussi deuxième, j'ai eu le deuxième prix d'excellence de l'année 2020. Donc voilà. Mais le nombre de trophées glanés, il y en a. Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est juste une petite vingtaine. Oh. Voilà. C'est juste une petite vingtaine. C'est juste une petite énorme. Vingtaine. Bon, énorme pour certains. En carrière, c'est énorme quand même. Hein? Pour moi, ce n'est pas énorme encore. Pour moi, ça me rassure. Ça me dit que le chemin que j'ai emprunté, peut-être que je suis sur la bonne voie. Et que le sommet est pour bientôt. Donc, parlons de chemin que vous avez emprunté. Est-ce que vous avez des doutes à un moment de votre parcours? Bien sûr, bien sûr. Tout chemin emprunté, arrivé à un certain moment, on a toujours des doutes. On se demande toujours, est-ce que je vais y parvenir? Est-ce que je ne serai pas dévoré en route? Est-ce que je ne vais pas tomber en route? Est-ce qu'en route, quelque chose d'extraordinaire ou alors de malheur ne va pas m'arriver? Mais le doute vient à tout moment. Le doute vient à tout moment et c'est quand justement le doute arrive que le courage doit prendre le dessus. C'est en ce moment-là que tu dois être animé par un fighting spirit qui part au-delà de tes espérances. Et donc, c'est ça. Arrivé à un certain moment, effectivement, moi, j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner parce que j'ai eu quand même quelques soucis dans mon parcours. Et voilà, en ce moment, on disait que le théâtre ne nourrissait pas son homme. C'était ça. Maintenant, ça ne se dit plus. Mais vous avez quand même révolutionné les choses. Bon, ça a été une dure bataille, mais on n'a pas encore terminé. La bataille continue, la lutte continue. On va toujours continuer la lutte avec toutes les armes que nous avons pour que les générations à venir puissent vraiment bénéficier. C'est comme dans le football. Les premiers footballeurs, aussi talentueux qu'ils étaient, n'ont pas pu bénéficier du fruit du football. Mais ils se sont battus. Et aujourd'hui, c'est les générations actuelles qui gagnent des milliards. Et voilà, donc c'est cette lutte que nous sommes en train de mener pour les générations à venir. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a parlé de cachet, est-ce que les humoristes, les comédiens, les acteurs arrivent à vivre de leur métier comme aux États-Unis, au Nigeria et tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint quand même un certain niveau? On a atteint un certain niveau. On a atteint un certain niveau parce que quand vous faites 10 ans en arrière, c'était compliqué pour un comédien d'avoir une voiture. Vous faites 15 ans en arrière, c'était compliqué pour un comédien d'avoir la pitance. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à un rendez-vous de comédien, un rendez-vous d'humoriste, chacun vient avec sa voiture. Vous allez voir plein de voitures garées. Qui l'eût cru? 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, quand un comédien te dit « je vais acheter une voiture », attends, tu le regardes avec un coin de l'œil en riant. Parce que c'est de l'utopie totale. Donc aujourd'hui, le métier nourrit son homme. On en vit. On pouvait aller au-delà si les choses se présentaient comme il se devait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Dans les autres pays, la prestation artistique est payée à bon escient. Mais ici, quand on te demande de jouer un rôle dans un film, dès que à peine tu demandes 1 million, on commence à crier au scandale. Comprenez? Quand on t'appelle pour animer, par exemple, une soirée, on demande 15 minutes de spectacle ou alors 20 minutes ou 30 minutes de spectacle. Dès que tu parles d'1 million, on crie au scandale. On dit, ah non, petit truc que tu vas venir faire là, tu vas venir nous faire rire, 30 minutes seulement là, tu demandes 1 million. Vous voyez? Donc c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. L'homme qui rit, c'est l'homme qui a longue vie. Celui qui rit là, il ne vieillit pas. Celui qui rit, il ne tombe pas malade. Celui qui rit, il se soigne. Donc celui-là qui arrive pour vous faire rire, il vous a tout donné. Mais pourquoi vous refusez de le payer? Pourquoi vous refusez qu'il vive de ce métier qu'il a choisi? Ses enfants, sa femme, sa famille à la maison. Il a une famille, il a des parents, il a des amis, il a des charges. Maintenant, il vous donne tout ce dont vous avez besoin, mais en retour, vous refusez de le payer. Pourquoi?
C'est ça en fait que nous vivons. Mais nous sommes en train de révolutionner les choses. Révolutionner les mentalités surtout. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais un jour ou l'autre, tout va changer positivement. Et nos petits qui arrivent derrière, ils vont s'asseoir pour dire, ah, nos devanciers ont fait le travail, aujourd'hui on a envie. Aujourd'hui on a envie. Parlons musique, comment s'est faite votre rencontre avec l'ex-rappeur Stoney Bugsy, dont vous avez joué dans le clip? Alors, Stoney, c'est lors de l'un de nos passages à Paris, organisé par Amobe Mevege, je ne sais pas si vous le connaissez. Amobe Mevege, à l'époque on l'appelait Alain Mevege, il avait une compagnie de communication à Paris, à Montreuil, et c'est Joseph Andjou, voilà, qui travaille avec cette structure qui était venu faire un reportage sur les guignols d'Abidjan en 1998. Et c'est partant de là qu'ils ont organisé en même temps, quand il est retourné, il a vu Alain à Mobé, et ils ont organisé en même temps un voyage des guignols d'Abidjan sur Paris. Voilà comment on arrive à Paris. Donc on arrive, pendant qu'on était dans le bureau d'Amobé, il me dit, il y a un rappeur qui cherche à te voir. J'ai dit, comment ça? Il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle Stoney Bugsy. J'ai dit, je ne connais pas. Il dit, ah, tu n'as jamais entendu, mon papa à moi est un gangster. J'ai dit, si, j'ai déjà entendu la chanson, mais le chanteur, je ne le connais pas. Il dit, ok. En tout cas, il est chaud pour te voir. Mais c'est une star, c'est une super star. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors, le jour du spectacle, c'était au théâtre de Charenton. Le jour du spectacle, juste après notre prestation, pendant qu'on était dans les coulisses, j'entends du bruit dehors même, un déferlement. Je dis, qu'est-ce qui se passe dehors? On dit, c'est Stoney qui arrive. Il arrive, dès qu'il est rentré en même temps, le monde est venu nous envahir. Mais je le voyais avec une pile de cassettes. En ce moment, les cassettes de Guignols d'Abidjan, c'était des VHS. Donc, pour 20 cassettes, déjà, c'était un gros sac comme ça. Donc, il arrive avec un sac et il se jette sur moi. Je le regarde, je ne connais pas. On dit, c'est lui, Stoney Bugsy. J'ai dit, ah, d'accord. D'accord. Moi, je voyais plutôt le colosse qui est à côté, là. Oh, lui, c'était son garde-corps. Il est arrivé, Stoney, on veut notre grave. Il dit, attendez, attendez, attendez. Moi, j'ai ma star ici. Il faut qu'il me signe d'abord. Chacun sa star. Qu'il me signe d'abord toutes les cassettes là, et puis après je signe chez vous. J'ai dit, ben dis donc, quelle star. Comment vous vous êtes senti? Mais là, je n'arrivais pas à comprendre que tout ce monde te court après et que toi tu cours avec bon, quelqu'un qui n'est rien en fait. Tu vois? Donc, effectivement, j'ai signé toutes les cassettes. Et puis après, il allait signer les autographes des gens. Et depuis, lui et moi, on a échangé, on ne s'est plus lâché. Ça, c'est en 1998. Quand je retournais sur Abidjan, il m'a dit, j'ai un projet, je te ferai venir. C'était Black Pimp Fada, le tournage de ce clip. Et il a dit à sa maison de production, si Go ne joue pas ce rôle-là, on ne tourne pas de clip. Wow. Et il a tout fait. Ils ont failli annuler même le tournage parce qu'eux, ils ne me connaissent pas. Il dit, c'est lui ou rien. Donc, finalement, on me fait revenir à Paris et il me met devant les faits. Il dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Moi, je vais m'éclipser et tu joues à ma place. Ouais. C'était lourd quand même comme fardeau. Mais on l'a fait, on l'a fait. Heureusement, le clip a eu des prix. Ça a cartonné. Donc ça a cartonné, ça a eu des prix. C'était une satisfaction morale pour moi. Vous avez plus de 30 ans de carrière. On sait le 18 août 2019. Vous avez été fait ambassadeur de l'UNESCO pour la ville historique Grand Bassam en présence de Mme Anne Lemestre, qui est représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Quel a été le carnet de charges qui vous a été assigné? Effectivement, j'ai été fait ambassadeur de l'UNESCO pour la ville de Grand Bassam, ville historique de l'UNESCO. C'est vrai. On m'a donné cette information. La dame, elle m'a donné cette information. Elle m'a reçu au bureau de l'UNESCO pour me donner l'information que j'ai saluée. Mais quitte à passer à la phase pratique, me remettre la feuille de route, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait.
Mais néanmoins, je me considère comme ambassadeur de la ville de Grand Bassam. Donc, j'attends vivement qu'elle m'appelle pour me remettre la feuille de route, pour que je sache exactement qu'est-ce qui m'attend dans cette difficile mission. Nombreux sont les comédiens ivoiriens qui témoignent de votre grande générosité, qui n'est plus à présenter. Vous avez contribué à l'éclosion de nombreux talents et pas des moindres, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le sentiment que vous avez en les voyant gravir les échelons? Vous savez, quand on met ses enfants au monde, on est toujours fier de les voir grandir dans de très bonnes conditions. Et ici, c'est le cas. C'est le cas parce que on n'a pas une école d'humour en Côte d'Ivoire. On n'a pas une école d'humour. On apprend sur le tas. Vous comprenez? On apprend sur le tas. Donc, avant, peut-être qu'on ouvre une école d'humour, il faut qu'on aide pour ne pas que ce métier tombe. Parce que quand vous regardez dans la sous-région, la Côte d'Ivoire occupe quand même la première place en matière humoristique. Et vous allez voir, dans tous les pays francophones africains, quand il y a un festival d'humour, vous allez trouver au moins 2 Ivoiriens dedans, sinon plus. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à ce que le niveau tombe. Alors, pour ne pas que le niveau tombe, il faut aider la jeunesse, les jeunes qui veulent embrasser le métier, à s'imprégner de la chose et puis connaître les tenants et aboutissants de ce métier et puis surtout savoir ce que le public attend. Travailler dans de très bonnes conditions et puis satisfaire le public. Voilà ce que nous nous sommes donnés comme consigne. Et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes se lever, les jeunes naître dans ce métier-là, ça fait vraiment plaisir. Et dans peu de temps, dans quelques années, la Côte d'Ivoire sera vraiment la plaque tournante de l'humour en Afrique parce que je vends la mèche déjà. Je vends la mèche. Je suis en train d'ouvrir une école. Super. D'humour. Donc, cette école, ça va en même temps être l'école de théâtre, l'école d'humour. Et on va aussi donner des cours en formation cinématographique. Donc, avec des enseignants qu'on va choisir, des enseignants de qualité qu'on va cibler et qui vont donner ces cours-là. Et on sera toujours là. Les faiseurs de théâtre, c'est-à-dire les Boyiri, les Michel Blas, les C.A. Dopoun, les Omega David, tout ce monde-là, tous les anciens qui sont là dans le métier, ils seront quand même autour de cette école pour que l'encadrement se fasse. On va dire que c'est un métier d'avenir alors. C'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir et j'interpelle tous les parents, ceux qui étaient réticents pour que leurs enfants aillent à ce métier-là, qu'ils les y encouragent parce que c'est un métier porteur, c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, si les comédiens, les humoristes arrivent à joindre les deux bouts, aujourd'hui déjà où ça tâtonne, s'ils arrivent à joindre les deux bouts, demain quand ça va bien se positionner et que ça va générer des devises, je crois que les parents seront les premiers heureux. Voilà. D'accord, pour finir notre interview, qu'est-ce qu'on peut retenir de Michel Gou? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout que vous voyez, c'est tout Michel Gou que vous voyez comme ça. Moi, je demande à tous les fans, à tous ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui cherchent à me connaître, de creuser davantage, de chercher davantage à savoir qui est l'homme qui se cache derrière ce visage d'acteur, ce visage d'humoriste. Et voilà, donc ne pas se limiter seulement à un seul cadre, mais aller en profondeur. Ne jugez pas selon ce que vous avez vu en préface. Je crois qu'il faut connaître, il faut étudier l'homme en fond et en profondeur afin de donner le meilleur jugement qu'il soit. Parce que c'est facile aujourd'hui de critiquer, mais il est difficile de commencer quelque chose. Il est très difficile de commencer quelque chose. C'est plus facile de s'asseoir pour dire « je ne fais rien ». Mais de là à prendre l'initiative de commencer quelque chose, déjà c'est un courage. C'est un courage, il faut être armé de courage pour pouvoir commencer. Une chose est de commencer, une autre aussi est de terminer, c'est vrai,
Mais si je n'arrive pas à terminer, ce n'est pas mauvais d'avoir essayé. Et l'échec, ça n'aura pas commencé par moi. Donc, osons. Et puis, bon, Dieu fera le reste. Mais ne vous arrêtez pas aux critiques. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est bon. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient. Les Blancs ont fait ça. On peut utiliser les réseaux sociaux pour se positionner, pour positionner son travail, positionner son image, générer de l'argent, vivre et faire vivre sa famille. Mais je demande à la jeunesse d'arrêter d'aller s'asseoir sur les réseaux sociaux pour attaquer, insulter, rien qu'insulter les gens. Si bien quand on demande à quelqu'un, toi tu fais quel travail? Il dit, moi j'insulte les gens sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas du boulot. Ouais. Ce n'est pas du boulot. Ça, tu perds ton temps. Ce que tu insultes aujourd'hui, au fil du temps, toute une année, tu passes ton temps à insulter, tu allumes ton smartphone et puis tu rentres, tu insultes seulement, tu insultes. Demain, tu es assis à la même place, tu insultes. Mais ceux que tu insultais, ils avancent. Quand vous allez faire le bilan, ceux que tu insultais, ils sont haut perchés là-bas. Et toi, tu es encore au point de départ. Tu es assis encore sur le fauteuil avec ton même smartphone en main. Mettons-nous au boulot. Les réseaux sociaux, c'est pour travailler, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Voilà qui met fin à notre interview. Merci d'avoir suivi Afrique sur 7. À très bientôt.